Alors bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le chapitre 7. Donc dans la dernière capsule, je l'ai laissé sur l'exercice 1 afin de pouvoir vous laisser travailler là-dessus, essayer de identifier les acides et les bases dans la liste suivante et en plus d'indiquer parmi la liste lesquels sont des acides faibles ou des bases faibles. Alors, je vais vous donner la réponse pour cet exercice. Puis après ça, on va poursuivre euh, pour pouvoir parler un petit peu plus des acides et des bases, comment ils fonctionnent, puis faire des premiers calculs par rapport au niveau des pH. Donc, quand on parle d'acidité, on va parler souvent de pH, donc on va voir ça vers la fin de la capsule aujourd'hui. Alors, première chose, je vous donne la réponse. Donc, quels sont les acides parmi la liste? Vous avez le HBr, le CH3COOH, le H2CO3, le H2SO4 et le H3PO4. Donc, les acides que vous avez ici, parmi la liste qui est là, lesquels sont les forts, ben normalement, vous devriez apprendre par cœur la liste des acides forts que j'ai donnés dans les notes de cours. Donc, il y a 6 acides forts que vous devez connaître par cœur. Donc, parmi ces acides forts-là, il y a le HBr, il y a le H2SO4. Donc, les autres sont tous des acides faibles. Donc, le CH3COH, le H2CO3 et le H3PO4 sont des acides considérés comme faibles. Du côté des bases, les bases que vous avez le KOH, le NH3 et le CaOH2. Donc les bases, vous devez connaître lesquelles sont des bases fortes. Donc les bases fortes, c'est avoir un métal plus un OH. Donc ça, c'est les bases fortes. Donc, par exemple, vous avez CaOH2. Donc, c'est un métal avec un nombre de OH. Ici, il y en a deux parce que c'est Ca2+. Puis les OH, c'est OH-. Donc c'est pour ça qu'ici, ça c'est une base forte, ainsi que KOH. NH3 c'est une molécule qui contient un azote. L'azote est quand même une bonne base. Donc quand vous allez voir des azotes dans certaines molécules, vous devez les considérer comme des bases. Par contre, ce pas des bases fortes, ce sont des bases faibles. Donc tout ce qui n'est pas métal plus OH, puis que c'est une base, ce sont des bases faibles. Donc, par exemple, NH3 est une bonne représentation d'une base faible. Donc, ça, c'était par rapport à l'exercice 1. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez être capable de faire, de reconnaître les acides, les bases, puis lesquels sont forts, lesquels sont faibles. Pourquoi? Parce que la suite de ce qu'on va faire avec ça, c'est que généralement, on va devoir savoir qu'est-ce qui arrive avec ces acides-là, qu'est-ce qui arrive avec ces bases-là une fois qu'ils ont réagi. Donc, une chose qui est importante, c'est qu'un acide, quand il réagit, va devenir du côté des produits, va devenir une base conjuguée. Tandis que la base, une fois qu'elle a réagi, va devenir un acide conjugué. Donc, chaque acide, une fois déprotoné, c'est retirer un proton. Un proton, c'est un H+. Ça donne naissance à sa base conjuguée du côté des produits. Donc, quand on prend un acide du côté des réactifs, de l'autre côté, on devrait avoir sa base conjuguée. Il en est de même pour les bases. Une fois protonées, ça veut dire l'ajout d'un H+, à la base, elle donne naissance à son acide conjugué. Donc, de l'autre côté de la réaction, du côté des produits, on a son acide conjugué, tandis que du côté des réactifs, on a la base. Donc, il existe toujours, lorsqu'on fait réagir un acide avec une base, de l'autre côté, on a la base conjuguée et l'acide conjugué. Donc, il existe toujours ces couples-là, acide-base conjuguée et base-acide conjugué, qui sont faits par simplement lorsqu'on retire un H+, de l'acide ou qu'on ajoute un H+, à une base. Donc, un proton, le H+. Quelques exemples de ça. NH3, c'est une base. Donc, qu'est-ce qui arrive aux bases? On ajoute un H+. Donc, NH3, si on ajoute un H+, qu'est-ce que ça devient? Bien là, le NH3, on ajoute un H, donc ça devient NH4, et on ajoute une charge positive, ça devient NH4+. Donc la base, une fois qu'elle réagit, elle devient NH4+, donc ça, c'est son acide conjugué. Donc le NH3, son acide conjugué, c'est NH4+. Donc ils sont comme frères et sœurs. Okay? Ils sont dans la même famille, et un réagit pour devenir l'autre. L'eau, en passant, il peut faire les deux. Il peut faire
il peut réagir comme une base ou comme un acide. Donc, lorsque l'eau réagit comme un acide, si on lui enlève un H+, donc on lui enlève un H, ça devient HO, ou si vous préférez OH, et puisqu'on enlève un H+, on enlève une charge positive, lorsque les acides réagissent, ils vont avoir une charge négative qui va s'ajouter, parce qu'on enlève une charge positive de la molécule. Donc, puisqu'il était neutre au départ, il devient chargé négativement. Donc, ça devient OH-. Ça, c'est sa base conjuguée. Donc, comme je l'ai dit précédemment dans la première capsule, le moins peut être à la fin, là, plutôt que de l'écrire au début. C'est parce qu'ici, c'est la charge est vraiment normalement portée par l'oxygène. C'est pour ça qu'on l'a mis de ce côté-là. Mais j'accepte aussi si vous écrivez OH-. H2O, comme je dis, peut réagir en tant qu'un acide ou en tant qu'une base. Lorsqu'il réagit en tant qu'une base, H2O va gagner un H et gagner une charge positive. Donc, si on ajoute un H, ça devient H3O, et la charge positive en plus, ça devient H3O+. Donc, H2O en tant que base, ça devient H3O+, c'est son acide conjugué. Maintenant, si je pars avec CH3OH, CH3COOH, ça c'est un acide. Dès que vous avez un COOH dans une molécule de carbone, c'est que généralement, ça c'est une fonction qu'on appelle un acide carboxylique, donc un acide fait de carbone. Donc, COOH, c'est pas une base, c'est pas OH avec un métal, c'est OH dans une molécule où il n'y a pas de métal. Okay? C'est dans une molécule de carbone, une molécule organique. On va en parler un petit peu plus en détail dans le 3e module, dans le dernier chapitre du cours. Mais CH3COOH, le H qui est acide, c'est le dernier. Donc, lorsqu'on a un acide, qu'est-ce qui arrive aux acides, c'est qu'ils vont donner un H+. Donc, ils vont retirer de leur formule un H. Donc, on le retire. Donc, ça devient CH3COO. Et puisqu'on enlève le H avec une charge positive, on doit ajouter une charge négative à l'acide lorsqu'il réagit. Ça devient CH3COO-. Donc, ça, c'est la base conjuguée de l'acide du CH3COH. Finalement, HCl, un acide qu'on a vu, c'est un acide fort. Donc, HCl, on enlève son H et on ajoute une charge négative, ça devient Cl-, qui est sa base conjuguée. Donc ça, c'est quelques exemples de couple acide-base. On va en faire un exercice tantôt qui vont vraiment vous faire pratiquer de passer d'un acide à sa base conjuguée ou de la base à son acide conjugué. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport au couple acide-base, c'est leur force. La règle générale, c'est que si vous partez avec un acide fort, la base conjuguée va être très très faible. Okay? Donc ici, c'est écrit faible, là, mais si vous partez avec un acide fort, la base conjuguée va être très très faible. Tandis que si vous partez avec un acide faible, généralement, sa base conjuguée va être à peu près du même niveau de force. Plus l'acide est fort, moins la base conjuguée va être forte. Donc c'est comme une balance, okay, avec des plateaux. Donc quand vous avez un plateau qui est très très bas, l'autre plateau doit monter sur une balance, des vieilles balances là, à plateau. Donc c'est un petit peu la même chose ici. S'il y a un acide qui est très très fort, la base conjuguée est très 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 faible. Donc plus une base est forte, plus son acide conjugué va être faible. Donc si on a une base forte, son acide conjugué va être extrêmement faible. Okay, très 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 faible. Alors, comme exercice 2, ce que je veux vous faire pratiquer, c'est avec la même liste qu'on avait dans l'exercice 1, donc on vient de voir ensemble la correction, je veux reprendre les mêmes, et là, vous allez me dire, c'est quoi, pour chaque acide, c'est quoi sa base conjuguée, puis pour chaque base, son acide conjugué. Donc, je veux le couple complet. Donc, si vous partez avec HBr, vous savez que c'est un acide, je veux savoir c'est quoi la base conjuguée de cet acide-là. Une fois que vous avez déterminé ça, je veux que vous soyez capable de me dire lesquels dans ces conjugués-là sont forts ou faibles. En réalité, moi, je dirais plus lesquels sont faibles ou très faibles. Parce que si vous partez d'un fort, le conjugué va être très faible. Donc, essayez au moins d'être capable d'écrire les conjugués. Pour ce qui est de la force, c'est moins important.
à ce niveau-ci, de comprendre lesquels sont très forts, très faibles. Lorsque je vais corriger avec vous, ça va peut-être vous donner un petit peu plus d'idées là, sur comprendre la force générale, la force relative des acides conjugués, bases conjuguées. Mais pour commencer, vous devez être capable de donner l'acide ou la base conjuguée. Il y a une des choses qu'il faut faire attention, c'est lorsque je vous donne les bases comme KOH ou CaOH2, ce qui est important là-dedans, c'est que le métal qui est présent, donc soit le K+, ou le Ca2+, c'est pas la partie basique de la molécule. En fait, le K+, puis le Ca2+, c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs. Les ions spectateurs, comme dans un spectacle, ils font rien. Donc, ils restent de côté. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les faire comme s'ils n'existaient pas, en réalité, dans ces molécules-là. Ce qui est important dans les molécules comme KOH, c'est qu'on a K+, puis OH-. La même chose ici, on a Ca2+, et 2OH-. Alors, quand vous allez travailler pour donner les réponses, vous allez devoir vous fier à ça, OK? À OH-, et non pas avec toute la molécule de KOH ou CaOH2. Donc, travaillez là-dessus, mettez la vidéo à pause, puis je vous donne les réponses lorsque vous allez repartir la vidéo. Alors, les réponses pour ce numéro, je vous les montre à l'instant. Donc, ce que vous allez avoir pour... je vais essayer de zoomer un petit peu plus, comme ceci. Donc, vous pouvez avoir... si on part avec HBA. HBA, on sait que c'est un acide fort. Donc, son conjugué, sa base conjuguée, c'est Br-. Donc, ici, je n'ai pas écrit là, que c'est un acide fort. Si vous voulez vous l'écrire, vous pouvez le faire. Donc, acide fort. Donc, sa base conjuguée, Br-, parce qu'on enlève un H et on ajoute une charge négative lorsqu'on passe d'un acide à sa base conjuguée. Puisqu'on part avec quelque chose qui est très fort, le conjugué va être très faible. Toujours l'inverse. OK? Lorsqu'on part avec... on part avec un acide faible, comme CH3COH. Donc, CH3COH, c'est un acide faible. OK? Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir de l'autre côté sa base conjuguée. Donc, si on part d'un acide, c'est sa base conjuguée qu'on va avoir qui est l'autre portion du couple. Et là, à ce moment-là, si on part avec quelque chose qui est faible, le conjugué va être aussi à peu près de la même force. Ça veut dire relativement faible aussi. Okay? Parce qu'ils sont à peu près égales en termes de force. Okay? Donc, les faibles, leur conjugué va être aussi faible. Si on part maintenant avec KOH. KOH, ça c'est un de... avant que je passe à KOH, juste vous rappeler, c'est H3COH, on enlève le H et on ajoute une charge négative, donc c'est pour ça qu'on a CH3COO-. Maintenant, pour KOH, la particularité de KOH, c'est qu'en fait, là-dedans, vous avez en réalité un K+. Oups, je vais essayer de l'écrire en forme comme ceci. K+. Et vous avez l'autre portion qui est OH-. OK? Et la vraie portion qui est basique là-dedans, c'est pas le K+. Donc le K+, on peut faire comme s'il n'était pas là. La portion qui est basique, qui est vraiment à considérer, c'est vraiment le OH-. Donc le OH-, c'est vraiment cette portion-là qui est notre base forte. Okay? Donc base forte ici. Donc le conjugué de OH-, c'est de rajouter un H+. Donc si je rajoute un H+, ici, au total, j'ai déjà un H, j'en ajoute un deuxième, ça devient OH2. Donc si je réécris le tout, ça devient H2O. Puis j'arrive avec un plus, j'avais déjà un moins, donc un plus puis un moins, ça s'annule, ça devient neutre, donc ça devient de l'eau. Donc la base conjuguée de tout ce qui va être métal plus OH, donc les OH-, ce sont de l'eau qui va être l'acide conjugué. Puisque ça, c'est une base forte, l'eau, c'est considéré comme quelque chose de pas mal faible, comme acide conjugué. Okay? Donc j'ai écrit très faible. Parce que tout ce qui vient de fort est pas mal faible dans son conjugué. Toujours l'inverse. Maintenant, pour l'acide faible H2CO3, donc ici on a l'acide de départ,
sa base conjuguée, c'est d'enlever un des H acides. Ici, vous allez remarquer, il y a 2 H au départ. On pourrait enlever les deux, mais là, on veut juste enlever un premier H. On fait toujours ça en étapes. On fait toujours le premier H en premier. Donc, on va retirer juste un H à la fois. Donc, j'enlève un H. Au lieu d'être H2CO3, ça devient HCO3. Et puisque j'enlève un H+, je dois ajouter une charge négative au conjugué. Donc, la base conjuguée de H2CO3, c'est HCO3-. Et puisque lui, c'est un acide faible, la base conjuguée va être une base conjuguée faible. Pour NH3, on l'a dit, c'était une base faible. OK? Donc ici, NH3 devient, lorsque on passe de NH3, on ajoute un H+, puisque c'est une base, ça devient NH4+, donc ça, c'est ton acide conjugué. Puisque lui est faible, le NH4+, est aussi faible. Pour CaOH2, ça revient au même que ce qu'on avait précédemment pour KOH. C'est le même principe. Le Ca2+, on fait comme s'il n'était pas là. Donc, c'est comme si j'avais 2 OH-, que j'en ai un ou deux, ça revient au même au total, parce que je vais juste créer plus de molécules d'acide conjugué. Donc ici, je pars d'une base forte. Donc la base forte, lorsque je vais la faire agir, donc OH- devient H2O comme acide conjugué. Puis puisque je pars de quelque chose qui est fort, le conjugué, l'acide conjugué va être très très faible. Donc la base forte à l'acide conjugué très faible. H2SO4, c'est un acide qui est fort, donc acide fort. Puis comme pour H2CO3, il y a plusieurs H acides, j'y vais avec le premier, toujours un H à la fois, donc j'enlève juste un H, ça devient HSO4- pour la base conjuguée. Puis puisque je suis parti d'un acide fort, sa base conjuguée va être très faible. Donc j'enlève un H lorsque je passe de l'acide à la base et j'ajoute une charge négative. Même chose pour le dernier, qui est aussi un acide, mais cette fois-ci un acide faible. Donc, un acide, j'enlève un H. Donc, parmi les 3 H que j'avais d'acide, j'en enlève un, ça devient H2PO4. Et j'ajoute la charge négative, donc H2PO4-. Et ça, c'est une base qui est une base conjuguée qui est faible parce que l'acide de départ était faible. Donc ça, c'est une pratique là, pour les acides et leur base conjuguée, ou la base et son acide conjugué. C'est quelque chose que vous aurez à pratiquer quand même assez fréquemment. Donc, il y a des exercices dans votre liste d'exercices que je vous recommande de pratiquer, de faire pour la prochaine semaine. Donc, ça complète pour l'exercice 2. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est parler un petit peu plus des calculs par rapport au pH. Donc, une des choses qu'on va souvent parler, c'est justement le fait que l'eau peut agir comme un acide et comme une base. Donc, si on a de l'eau avec une autre molécule d'eau, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que l'eau peut agir. La première molécule peut agir comme un acide et la deuxième peut agir comme une base. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que la première qui agit comme un acide prend son H, le donne à l'autre, puis l'autre qui agit comme une base reçoit le H+, et donc est transformé en sa base. La base devient l'acide conjugué de l'eau, tandis que l'eau qui agit comme un acide devient sa base conjuguée. Donc, dans l'eau, même l'eau pure, il y a toujours des molécules d'eau qui réagissent ensemble pour donner des ions H3O+, et OH-. C'est en équilibre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de molécules d'eau qui vont réagir pour former des H3O+, et des OH-. Mais il va toujours en avoir quand même un petit peu. Donc, c'est un équilibre qui est toujours favorisé vers la gauche parce que H3O+, c'est un acide quand même assez fort. Et OH- est une base assez forte, donc c'est poussé vers les réactifs, donc vers H2O. Donc la réaction qui est là, même si c'est à l'équilibre, est pas mal plus favorisée vers l'eau qui est liquide, l'eau pure. Donc si je regarde cette expression-là de réaction chimique, là, de H2O plus H2O donne H3O plus OH-, qu'est-ce que je vois? C'est que c'est un équilibre, donc je peux associer une constante d'équilibre. La constante d'équilibre pour cette réaction-là, c'est ce qu'on appelle la constante de dissociation de l'eau. Donc KO.
Cette valeur-là va être très, très importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre facilement de passer de la concentration de H3+ à la concentration de OH- dans l'eau. Et toutes nos solutions vont être pas mal dans l'eau, généralement. Donc, qu'est-ce que vous avez à considérer? C'est que la constante pour cette réaction-là, c'est la concentration des produits, donc concentration de H3+ en mol par litre, fois concentration de OH- en mol par litre, divisé par la concentration de l'eau fois la concentration de l'eau. Mais les concentrations de l'eau, comme on a vu dans le premier chapitre, j'ai dit, de la première capsule, excusez-moi, ce que je vous ai dit, c'est que l'eau n'est pas considérée dans les calculs de constante d'équilibre. Donc, vu que l'eau n'est pas considérée, il n'y a rien à mettre comme division. Donc, tout ce qu'on a, c'est la constante de l'eau, constante de dissociation de l'eau, donc KO, est égale à la concentration en H3+. Donc ici, ça devrait être une parenthèse fermée. Là, elle est coupée un petit peu dans la présentation. Donc, il devrait avoir une parenthèse là, pour dire concentration de H3+, fois concentration de OH-. Ça, c'est toujours égal à. Et là, la valeur, c'est une valeur qui existe dans les tableaux pour les constantes d'équilibre, comme celle-là. Elle est de 1,0 fois 10 à la moins 14. Et ça, c'est à 25 degrés parce que la constante peut changer selon la température, mais généralement, on va travailler pas mal toujours à 25 degrés. Donc, si on travaille dans de l'eau pure à 25 degrés, la concentration en H3+ et en OH- devrait être égale. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que de l'eau réagit avec lui-même, ils font toujours un H3+ puis un OH-. Donc, dans l'eau pure, la concentration en H3+, puis la concentration en OH- est de 1,0 fois 10 à la moins 7. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser de temps en temps. Puis, je vais vous montrer pourquoi ça a une importance, surtout le 7 qui est ici. OK? Parce qu'on va commencer à parler des pH. Sinon, le pH, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les pH, ça, c'est vraiment ce que vous connaissez. Probablement, vous en avez entendu parler sur c'est quoi qui fait que c'est un acide ou une base? Bien, c'est la valeur de pH. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir calculer un pH? Donc, un pH, c'est la concentration en H3+ dans une solution. Donc, c'est moins le log de cette concentration-là. Donc, le pH dépend de la concentration, mais de façon logarithmique. Donc, pour calculer un pH, on fait moins le log et, en parenthèse, la concentration de notre H3+ en mol par litre. On peut calculer la même chose, mais pour les OH-, sauf que ça ne s'appelle pas le pH, ça s'appelle le pOH. Donc, le pOH, c'est égal à moins le log de la concentration en OH-. Maintenant, quelle autre équation qu'on connaît, c'est celle que je viens de vous présenter, soit la constante de l'eau est égale à la concentration H3+ fois la concentration OH-, qui est au fond égale à 1,0 fois 10 à moins 14. Ça, c'est la valeur de K de l'eau, donc à 25 degrés. Donc, si vous connaissez la concentration en H3+ pour un problème, puis que vous cherchez la concentration en OH-, vous allez utiliser cette équation-là, parce que vous savez que vous pouvez isoler concentration OH- en prenant 1,0 fois 10 à moins 14, puis en divisant la concentration H3+ qui vous est donnée, par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser cette équation-là, puis ce qu'on peut faire, c'est mettre moins le log devant la valeur de K de l'eau, puis faire la même chose pour l'expression de la concentration en H3+, puis la concentration OH-. Donc, si je fais le moins le log de toute cette expression-là, donc moins le log de 1,0 fois 10 à la moins 14, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une équation que vous connaissez peut-être depuis un petit bout de temps ou que vous avez entendu parler, mais sans le savoir. Donc, ça, c'est la méthode mathématique pour découler de cette équation-ci à celle qu'on va utiliser. Donc, vous n'avez pas à savoir exactement comment on est passé de là à là, mais je vous la montre quand même, juste pour vous montrer que le pH plus le pOH va toujours vous donner 14 dans l'eau. Pourquoi? À cause de la constante d'équilibre de l'eau. OK? Donc, cette équation-ci, à la fin, OK? Ça, c'en est une qu'on va utiliser fréquemment. Donc, pH est égal à pOH. Cette équation-ci, on va l'utiliser de temps en temps. Et les deux équations en haut, on va les utiliser assez fréquemment. Maintenant, il y a
Une autre chose qu'il faut savoir calculer, c'est être capable de faire l'inverse de l'équation ici. Ça veut dire, si je connais le pH puis que je veux connaître la concentration, je veux calculer la concentration H3+, je vais être capable d'isoler la concentration H3+, dans l'expression ici. Ça veut dire faire l'inverse de comment l'équation est écrite. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, pour faire ça, voici ce qu'on doit faire. Donc, l'équation pour le pH, ce qui est super importante, c'est que le pH est égal à moins le log de la concentration H3+. Ça, c'est l'équation que vous aviez tantôt. Maintenant, pour faire l'inverse, si vous partez du pH et que vous voulez calculer la concentration H3+, ce que vous devez faire, c'est faire 10 fois 10 à la moins le pH. Donc ça, ici, c'est un exposant. OK? Donc, c'est tout un exposant de 10. Donc, 10 exposant moins le pH. Donc, si votre pH est de 2,3, par exemple, vous allez faire 10 à la moins 2,3. Donc, votre exposant de 10 va être moins 2,3. Donc, il ne faut pas oublier le signe négatif, puis tout ça comme exposant de 10. Donc, ça va vous donner la concentration en H3O+. Maintenant, on peut faire la même chose avec la concentration en OH-. La seule chose, c'est qu'on passe de la concentration OH- au pOH en faisant moins le log de cette concentration-là. Ou, si je veux faire l'inverse, je peux calculer la concentration en OH-, c'est égal à 10, à la moins pOH. Donc, la valeur d'exposant va être moins le pOH. Donc ça, c'est comment on fait l'inverse d'un logarithme. On met 10 à la exposant de qu'est-ce qu'il y avait dans le log. Plutôt de l'autre côté du logarithme, excusez-moi. Donc on fait 10 à la, par exemple ici, le moins s'en va de l'autre côté, puis on le met en exposant de 10. Même chose ici, pour pouvoir isoler la concentration de OH-, pour enlever le log, on fait 10 à la exposant de qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté de l'équation. Donc je vais revenir à la présentation. Donc dans la présentation, on a vu ces équations-là. Je vous ai présenté les deux autres qui vont servir fréquemment. Donc, je vous parle un petit peu de qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est dans une solution acide, dans une solution basique, ou lorsqu'on est au neutre. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on regarde une solution neutre, dans une solution neutre, la concentration H3+, le neutre, c'est dans l'eau pure. L'eau pure, la concentration en H3+, c'est 1,0 fois 10 à la moins 7. Donc, si vous voulez l'écrire, 1,0 fois 10, le 1,0 n'est pas vraiment nécessaire. On peut juste écrire 10 à la moins 7 mol par litre. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si ma concentration en H3O+ diminue, je vais avoir une basicité qui, plutôt la valeur qui est ici, va augmenter. Donc, ça va devenir plus acide. Si ma concentration en OH- augmente, ça va être plutôt basique. Le pH, un petit peu la même chose. Le pH, lui, par contre, va aller dans le sens contraire. Ça veut dire, si la valeur de concentration en H3+ est plus grande, le pH va diminuer. Donc, plus le pH est petit, donc on part à 7, si on le diminue, à ce moment-là, on va vers quelque chose qui est acide, tandis que le pOH, quand il augmente, à ce moment-là, on va vers quelque chose qui est plus basique. Plutôt quand il diminue, on va vers quelque chose qui est plus basique. C'est un petit peu difficile ici, là, cette diapositive-là. Je ne l'aime pas vraiment. Je vais plus vous la montrer ici. On voit un petit peu mieux qu'est-ce qui arrive. Donc, vous avez la valeur neutre, 7, de pH. Donc, ça, c'est votre pH. Ça change de façon logarithmique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que à chaque fois que vous diminuez de 1, par exemple, vous approchez vers les substances qui sont plus acides, qui sont à des pH plus petits que 7, ben à ce moment-là, à chaque fois que vous faites un bond de 1, c'est une acidité qui augmente de 10 fois. Donc, si je passe de 7 à 6, 6 c'est 10 fois plus acide que 7.
Pourquoi? Parce que c'est un logarithme. Donc un logarithme, c'est des bonds de 10 en réalité pour chaque valeur de 1 qui est diminuée ou augmentée. Donc si je passe de 7 à 5, c'est 10 fois 10 parce que je fais un saut, je fais 2 fois des sauts de valeur de pH. Donc c'est toujours 10 exposants combien on a sauté. Donc, il faut faire attention. C'est un petit peu la même chose là, pour d'autres échelles logarithmiques. Par exemple, l'échelle de Richter, c'est la même chose là, pour les tremblements de terre. C'est des sauts qui sont pas juste parce que des fois, là, on considère un tremblement de terre sur l'échelle de Richter de 8 par rapport à un tremblement de terre de 4. C'est pas que c'est juste la moitié du 8. Hein, c'est 10 à la 4. C'est 10 000 fois plus fort que celui à 8 est 10 000 fois plus fort que celui à 4. Parce que chaque bond de 1, c'est 10 fois plus fort. Donc, c'est la même chose ici pour l'échelle logarithmique de pH. À chaque fois que je fais un bond de 1 vers soit l'acide, donc quand je diminue, ou vers le basique quand j'augmente, c'est un saut de 10. Et là, vous avez quelques composés que vous allez voir dans la nourriture, l'alimentation. Donc, par exemple, le citron, orange, tomate, donc ils ont une certaine acidité. Donc, vous voyez que le citron est pas mal plus acide qu'une orange ou une tomate. Les sucres gastriques sont beaucoup plus acides que le citron. Évidemment, du HCl, 1 molaire, c'est super acide. C'est considéré comme 0 de pH. L'eau pure est à 7. Le sang, légèrement basique. Vous avez le bicarbonate de sodium que vous pouvez utiliser de temps en temps. C'est basique. L'eau de mer, plus basique que l'eau normale. Vous avez le lait de magnésie, qui est quand même pas mal basique. Ainsi que des ammoniacs qu'on utilise pour le nettoyage. Très, très basique. Puis vous avez tout au bout ici, à 14, qui est le niveau le plus basique sur l'échelle, vous avez le NaOH, 1 molaire. Donc 1 mol par litre. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va devoir faire des calculs, soit passer de la concentration H3+, à la valeur de pH, ou faire le contraire, de passer d'un pH et revenir à la concentration. Donc pour le A, je vous demande de calculer le pH pour une solution de HCl de concentration 0,0100 mol par litre. Vous devez vous rappeler que le HCl, c'est un acide fort, donc il va réagir complètement, puis il va former tout au complet DH3+, lorsqu'il est en contact avec l'eau. Dans le B, je vous parle d'une solution de détergent liquide à vaisselle qui a un pH de 11,13. On veut savoir quelle est la valeur de concentration en OH- dans cette solution. Pour le B, il y a plus qu'une façon de faire le calcul, donc je vais vous montrer 2 méthodes. Les deux sont bonnes que vous pourriez utiliser. Donc ça, c'est vraiment pour vous faire pratiquer comment passer de l'un à l'autre, soit utiliser des logarithmes ou encore utiliser 10 à la, donc 10 exposant quelque chose. Donc, vous devez utiliser ces équations-là. C'est des équations, évidemment, que je vais vous fournir à l'examen dans la feuille de formule, mais vous devez quand même savoir comment les utiliser. Donc, c'est des valeurs que vous aurez à calculer fréquemment. Donc, c'est l'exercice qui va arrêter cette capsule-ci. Donc, je vous demanderai de les pratiquer, faire les exercices, mettre la vidéo à pause, puis au retour, vous allez avoir les réponses de comment faire ces exercices. Le A n'est pas très, très compliqué. Le B l'est un petit peu plus. Alors, je vais vous montrer les réponses pour l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, vous avez ici, pour le A, la concentration en HCl. Donc, je vais juste zoomer un petit peu plus là, pour que c'est bien voir. Donc, la concentration en HCl est égale à la concentration en H3+. Pourquoi? Parce que le HCl, c'est un acide fort. Fait que généralement, nous, on va toujours travailler là, dans en considérant avec des acides forts ou des bases fortes. Si on travaillerait avec des acides faibles ou des bases faibles, il faudrait considérer la constante d'acidité ou la constante de basicité dans notre calcul de pH, ce qui n'est pas très très évident. Puis pour votre niveau, je ne vais pas vous demander de faire ce type de calcul-là de façon générale. Mais vous devez être capable de transformer une concentration en pH ou l'inverse. Donc ici,
pour calculer le pH, c'est moins le log de la concentration en H3+, qui est au fond votre concentration de HCl. Donc, je prends moins le log de 0,0100, et quand vous mettez ça dans votre calculatrice, ça devrait vous donner 2,00. Et là, je vais essayer de garder le même nombre de chiffres significatifs ici pour ma réponse. Normalement, c'est pas ce qu'on devrait faire. Il y a une règle plus particulière là, pour les logarithmes, combien de chiffres significatifs, etc. on devrait faire, mais je ne vais pas vous demander ça parce que ça commence à être compliqué pour vous souvenir de tout ça. Fait que, généralement, le nombre de chiffres significatifs, gardez le même nombre de chiffres significatifs dans votre réponse de pH. Donc ici, pour le B, donc pour le A, vous avez la réponse, c'est directement utiliser la formule telle que je l'ai montrée. Maintenant, pour le B, vous allez devoir utiliser la formule un peu à l'envers. Parce que la première chose que moi je vous donne dans le B, c'est le pH. Mais moi, je veux savoir la concentration en OH-. Sauf que le pH, c'est calculé par rapport à la concentration en H3+, donc pas tout de suite en OH-. Donc, il va falloir que je fasse deux calculs. Donc, comment je peux faire? Je vous montre la première méthode. OK? Donc, ça, c'est la première méthode. Puis après ça, je vous montre la deuxième méthode. Si vous l'avez faite selon la première ou la deuxième, les deux sont bonnes. Ils vont donner le même résultat à la fin. Donc, la concentration H3+, c'est calculé comment? Ben, si j'isole dans le pH est égal à moins le log de concentration H3+, si j'isole la concentration H3+, parce que je connais le pH, je vais avoir concentration H3+, est égal à 10 à la moins pH. Donc ça, c'est l'autre formule que vous devriez connaître par rapport au pH. Donc c'est égal à, ici, 10 à la moins 11,13, qui était notre pH. Et ça me donne 7,41 fois 10 à la moins 12 mol par litre. Si vous avez gardé un chiffre de plus, là, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ensuite, ça, c'est la concentration en H3+. Donc, ce n'est pas la concentration en H- tout de suite. Donc, qu'est-ce que moi, je dois faire? C'est que je veux prendre ma concentration en H3+, puis la transformer en concentration en H-. Pour ça, j'ai l'équation avec la constante de l'eau. Donc, la constante d'hydrolyse de l'eau, de dissociation de l'eau, c'est 1,0 fois 10 à moins 14. Puis là, vu que je connais la concentration en H3+, je viens de la calculer, je peux isoler la concentration en H- pour pouvoir la calculer à partir de cette formule-là. Donc, si j'isole concentration en H-, je dois prendre concentration en H3+, puis l'envoyer de l'autre côté en divisant. Donc, ça me donne la constante de l'eau divisé par la concentration en H3+. Donc, la constante de l'eau, je vous rappelle, c'est 1,0 fois 10 à la moins 14. Et ça, c'est divisé par 7,41 fois 10 à la moins 12, qui est la concentration que je viens de calculer en H3+, ici. Et ça me donne 0,00135 mol par litre comme concentration au H-. Donc ça, c'est une façon de le faire pour résoudre le B. L'autre façon de le calculer serait prendre l'équation qui dit 14 est égal à pH plus pOH. Donc ici, moi, je sais que je connais le pH, mais je veux vouloir calculer la concentration au H-. Donc, je veux le pOH. Donc, si je fais ça, je prends le pOH est égal à 14 moins le pH, qui est de 11,13. Donc, ça me donne 2,87 comme pOH. Donc, plus le pH est élevé, plus le pH est élevé, plus le pOH sera petit, parce qu'ils sont un l'inverse de l'autre. Hein, parce qu'ils doivent toujours, un plus l'autre doit donner 14. Donc, c'est une balance. Donc, je prends mon pOH. Puisque je connais mon pOH, je sais que l'inverse, donc à partir du pOH, je peux calculer la concentration en OH- selon 10 à la moins pOH. Donc 10 à la moins 2,87 va me donner ma concentration en OH- qui est 0,00135 mol par litre lorsque vous pitonnez cette valeur-là dans votre calculatrice. Donc que vous utilisez une façon de le calculer ou l'autre, ça revient à la bonne réponse. Les deux seraient bons. Donc ça complète le type de calcul que vous allez faire avec le pH. Il y a plusieurs exercices pour vous pratiquer là-dessus. Ça va être très, très important de déjà vous pratiquer, vous mettre à l'aise avec les calculs de pH, parce qu'on va faire des calculs un petit peu plus poussés par la suite avec ce qu'on va appeler les solutions tampons. Donc la prochaine chose qu'on va voir dans la présentation ici, ça va être justement les solutions tampons puis leur pouvoir. Donc ça, c'est la prochaine discussion dans la prochaine capsule vidéo.
Donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pratiquez le plus possible et on se voit dans la prochaine capsule. Donc à la prochaine!